Depuis 3 mois, le virus Zika défraie la chronique. Spécialiste des infections virales, le service de santé des armées mobilise ses chercheurs. Mais il y a tout juste un an, ces personnels menaient un combat d'une toute autre intensité. Ebola, 11 000 morts, plus de 37 000 malades. Fin 2014, cette vague de contagion aurait pu submerger l'Afrique de l'Ouest. Car en Guinée, comme en Sierra Leone ou au Libéria, le virus commence par décimer les soignants, premier rempart contre cette maladie peu connue, mortelle dans 90% des cas. À la demande de la Guinée, la France envoie le service de santé des armées et son régiment médical pour créer un centre d'un genre nouveau. Le premier centre de traitement réservé aux soignants malades d'Ebola. Ils s'appellent Henri, Thierry, Nicolas et Aline. Ils sont docteurs, virologues, psychologues ou infirmiers. Pendant 3 mois, nous les avons suivis au cœur de l'épidémie, au plus près des patients, au plus près du virus, en première ligne. 14 septembre 2014. Ebola a déjà tué plus de 7000 personnes en Afrique. Nous entrons dans la capitale guinéenne avec le détachement logistique chargé d'y construire l'hôpital de campagne destiné aux soignants. On dénombre déjà plus de 300 cas à Conakry. Dans cette ville de 2 millions d'habitants, la présence d'un virus qui se transmet par le contact fait craindre une explosion des contagions. La population vit au rythme d'Ebola, du décompte des cas et des décès, des rumeurs qu'il génère. 2 villages seront complètement détruits. Au moment des comptes, 80 personnes, hommes, femmes et enfants, manqueront à l'appel. Sur la base aérienne de Conakry, les travaux ont déjà commencé. Le docteur Henri est arrivé il y a 1 mois. C'est lui qui supervise l'installation. Le principe de ce centre de traitement pour soignants, c'est le confinement et la marche en avant. Quand vous êtes touché par cet agent vulnérant, dans les centres de traitement Ebola, vous avez 60% de risque de mourir. Pour venir en aide aux soignants tombés malades dans l'exercice de leur mission, avec les experts du service de santé des armées, il a imaginé un centre d'un nouveau genre. Son innovation, employée contre Ebola, la stratégie thérapeutique appliquée en chirurgie de guerre. Directement là, et puis à l'arrivée, donc des ambulances comme sur la droite là-bas. Tout le monde comprend que si on a une blessure par balle, on va traiter en premier le risque d'hémorragie, et puis après le risque de déficience des organes, et enfin le risque fonctionnel. De la même façon, pour le virus hémorragique Ebola, nous allons traiter donc en priorité les symptômes qui risquent de faire mourir le patient le plus rapidement possible. Pour pouvoir appliquer cette stratégie, les hommes du détachement logistique vont construire sur cette dalle l'équivalent d'un hôpital de campagne adapté aux risques biologiques de niveau 3. En clair, un réseau de chambres cloisonnées, séparées par des sas de décontamination et doté de systèmes de communication. Une salle de réanimation et surtout un laboratoire biologique sécurisé, équipé de tous les matériels d'analyse nécessaires et capable d'accueillir un agent pathogène de classe 4, l'un des 3 virus les plus mortels au monde. Mais l'approche des médecins n'est pas purement technique. Dans ce centre, le service de santé veut apporter aux soignants infectés un traitement individuel. Ces gens-là méritent aujourd'hui un traitement spécifique, parce que tous les jours, eux, par solidarité pour l'ensemble de la nation, font l'accueil de toute la population, enfants, femmes, hommes de tout âge, pour pouvoir leur donner le maximum de chances de survie face à cette épidémie à virus hémorragique Ebola. Les équipes médicales arrivent dans 1 mois. En les attendant, nous partons à la rencontre de ces soignants qui, chaque jour, risquent déjà leur vie face au virus Ebola. Dans cette forêt que nous survolons, les chercheurs ont réussi à remonter au tout premier malade. Émile, un petit garçon, a été le premier humain touché par l'épidémie. 1 an plus tard, nous en sommes à 20 000 cas, dont 8 000 morts. Macenta, l'un des premiers centres de traitement au cœur de la Guinée forestière. Nous arrivons en même temps qu'un nouveau malade. Les équipes se préparent. Nous partons pour l'admission d'un patient qui vient d'arriver. Avec ses tentes cloisonnées en fonction des zones contaminées et ses soignants en tenue devenus le symbole de l'épidémie, Macenta ressemble à ce que sera le nouveau centre de traitement des soignants. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Avant l'arrivée des ONG,
Au plus fort de la maladie, le docteur Sylla a affronté la première vague d'Ebola. C'était ma fierté et votre sécurité. Si vous étiez venu ici au moment où il y avait des malades, vous auriez dû vraiment comprendre. C'était vraiment désolant en quelque sorte parce que voir les collègues et puis les compatriotes succomber, ça touchait sur le plan moral. Ça a été une phobie d'abord du côté du personnel de santé parce qu'ils avaient perdu assez de collègues. Franchement, j'avais peur. J'avais peur. Je me suis dit, il faut que je combatte maintenant, je sois combattante jusqu'à la fin de l'épidémie. Pour tenter de comprendre la propagation de l'épidémie, les centres font appel à des médecins qui pistent la maladie, tracent les malades et les cas contacts. Le médecin en chef Franck est militaire, docteur en épidémiologie. Ici, il tente de percer à jour les chaînes de contagion qui font rejaillir l'épidémie. Autour d'un cas identifié, il faut recenser les contacts et les suivre activement pendant 21 jours. C'est le délai maximum d'incubation de la maladie. En parallèle aussi, ce sont les données concernant toutes les rumeurs, les réticences, parce que ce sont des phénomènes qui participent activement en fait, au maintien d'épidémie, voire à son amplification. Tout ce qui concerne également les décès communautaires. Régulièrement, Franck organise des marches dans les environs, à la recherche de nouvelles tombes, symboles de nouveaux morts non rapportés. Mais pour ces enquêtes, il s'appuie sur des comités locaux regroupés par préfecture. Ils suivent l'ensemble des cas et tentent de sensibiliser la population. Et tous les comportements qui déterminent d'ailleurs la culture chez nous ici sont totalement incompatibles avec Ebola. Notamment un malade dans une communauté, il bénéficie du soin de toute la population avant même qu'on l'amène dans les structures de santé. Et c'est le facteur le plus important de contamination. Les décès en général au niveau de nos communautés, il n'est pas exclu que beaucoup de personnes touchent au corps dans nos traditions. Ebola déstabilise la société, détruit jusqu'au tissu social. C'est aussi à cela que le SSA va être confronté. Nous rentrons à Conakry. Les 84 soignants de l'équipe médicale, commandée par le médecin-chef des services Philippe, viennent de rejoindre le CTS. Il faut qu'on soit efficace, il ne faut pas rater. Et pour ne pas se rater, il faut effectivement que chacun à son poste, et tous les maillons de la chaîne sont importants, sachent exactement ce qu'il y a à faire, comment le faire et avec qui. Et on s'approprie l'outil dès demain. On est dans le vif du sujet. Ils doivent désormais s'approprier le fonctionnement de ce centre. Ici, du circuit du patient à l'incinération des déchets, tout est conditionné par la contagiosité du virus. Pour éviter toute propagation d'Ebola entre la zone propre et la zone contaminée, le centre est organisé en un circuit à sens unique, jalonné de sas. Dans ce dédale de tentes, le professeur Thierry coordonnera l'ensemble des soins apportés aux malades. Et la difficulté, elle est de travailler dans cet environnement contraint, dans des tenues étanches, il fait chaud, et puis dans des espaces un petit peu où on ne peut pas bouger comme on veut, quoi. Je savais qu'on aurait un outil à notre disposition, qui est ce CTS. Je savais aussi qu'on aurait une sorte de coquille vide qu'il faudrait habiter et puis faire fonctionner. Et ça, c'était le challenge. Ouais, mais alors là, il va falloir faire quelque chose, parce que les mecs, ils sont en là. Dans la zone contaminée, la combinaison étanche est le seul rempart entre le soignant et le virus. Un seul postillon de malade contient 10 000 fois la charge virale nécessaire à la contamination. Les phases d'habillage et de déshabillage sont les plus critiques. Aucun centimètre de peau ne doit dépasser ou entrer en contact avec la combinaison souillée. Les hommes du 2e régiment de dragons et du régiment médical y veillent. Ils sont spécialistes des risques bactériologiques. Ça, c'est dedans. C'est dedans ça. Mais c'est dedans. Elle est à l'envers la combinaison. Problème, par ces chaleurs africaines, sous la combinaison, la température monte à plus de 40 degrés. Les équipes ne pourront pas tenir plus d'1 heure par rotation. Il faut en tenir compte dans l'organisation des soins. Ce sont des soins qui doivent être continus, mais qui se font en discontinu. C'est la gold hour. L'intervention d'un binôme ou d'un trinôme soignant, c'est maximum 1 heure. Parce que si ce n'est pas fait, c'est l'équipe suivante qui va avoir à faire. Or, chaque équipe qui se déroule sur toute la journée et la nuit a son rôle, son action, sa fonction. La première patiente confirmée Ebola arrive au centre. Dans le poste de commandement, Thierry passe en revue toutes les procédures d'arrivée. Malgré le stress et la chaleur, il devra prendre toutes les informations nécessaires au diagnostic de la malade. Ebola tue en 5 à 7 jours. Dans cette course contre la montre, il faut frapper juste du premier coup. Soutenu par Thierry, Oumou rentre dans le centre. Laborantine à Conakry, elle s'est contaminée en tentant de soigner son mari.
Lui a succombé à la fièvre. Elle élève désormais seule ses 2 enfants. Comment ils vont les enfants? Ils vont très bien. Et ton mari, il était malade depuis combien de temps? 1 semaine. Il n'y a pas le ganglion d'une part? Non, ça c'est bon. 40. On reprend. Pour les symptômes, on coche le 1, le 5 et le 17. Dans la chambre d'à côté, l'état d'un patient l'interpelle. Mamoudou souffre les heures les plus dures face à Ebola. Le virus se réplique dans son corps. C'est un peu dur là. Les perfusions compensent la déshydratation, des diarrhées et des nausées. Les soignants tentent d'apaiser ses souffrances. Dans le stress, avec la chaleur, Thierry manque d'oublier une procédure. C'est pas les urines, c'est diarrhée. Ouais. À chaque sortie de chambre, il doit changer de gants pour éviter toute surcontamination entre les patients. Je suis bon pour mettre 2 paires de gants parce que j'aurais dû enlever mon tablier d'abord. Mais il y a pire. Le temps tourne et la chaleur monte anormalement. La chambre est souillée. Il faut à tout prix éviter l'accident. T'es sûr que ça fait de l'air frais ou mou? Alors moi je suis à 42 sur mes gants. On va le dire à l'équipe suivante, si tu retiens. En dehors si la clim elle chauffe du chaud là. T'as raison, ça souffle pas. Ouais, ça souffle pas, ouais. Ah mais là on va y aller parce qu'il fait hyper chaud, ça va mal se finir. Donc, ouais, ça va pas? Non, c'est pas que ça va pas, c'est que faut sortir pendant que ça va. Dans le PC médical, l'équipe soignante a suivi pas à pas la progression de Thierry. Après 1 heure d'examen diagnostic, il les rejoint épuisé. Alors Thierry, c'est bon? Comment on va? Ça va. Poids, âge, date et mode d'infection, l'équipe médicale cherche à concentrer toutes les informations transmises et planifie les soins. Il a une lésion érythématose sous l'œil, il m'a dit qu'il s'est blessé, c'est un accident. Face à la détresse, malgré la chaleur, l'équipe médicale a rempli sa mission. Il est malade depuis 4 jours, on arrive à J4, J5. On est au cœur d'une mission qui est au profit des soignants qui sont atteints d'Ebola. Mais ce virus, si par malheur il était utilisé dans des mains malveillantes, il pourrait être utilisé aussi sous nos latitudes. Et c'est très important qu'on ait un réservoir de gens formés pour gérer ce genre de situation. Enfermés dans des triples scellés, les premiers prélèvements rentrent au laboratoire. Derrière ces parois hermétiques, sous une cloche de verre, les biologistes désactivent le virus. La manœuvre doit être parfaitement réalisée, car les analyses, elles, ne peuvent s'effectuer qu'en dehors de cette pièce sécurisée. Je suis en train de regarder, j'ai reçu une chimie pour l'instant. La deuxième aussi. C'est la mise en évidence du virus dans le sang des patients qui fait le diagnostic de maladie Ebola. Nos 2 patients sont déjà confirmés. Nous souhaitons refaire cette PCR pour en suivre l'évolution les jours d'après. Mais en plus de la PCR, le laboratoire va effectuer toute une batterie de tests sur le sang des patients. Dans les cas avancés comme celui de Mamoudou, c'est là que le centre fait la différence. C'est un petit plus pour la prise en charge, savoir si le patient a un dysfonctionnement d'organes, s'il y a une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, s'il y a une aggravation. Tous ces apports de biologie classique, généralement, qui ne sont pas réalisés sur Ebola, sont un plus pour la prise en charge médicale. En soutenant les organes déficients, les soignants donnent au corps le temps de trouver une réponse immunitaire. Associée à des antiviraux, cette manœuvre peut sauver le patient. Mais la biologie ne peut pas tout. Au centre, un autre mal ronge les malades. Certains patients refusent de s'alimenter. Comme c'était des personnes qui venaient de communautés où il y a encore ces rumeurs autour des centres de soins, où on dit qu'on tue les patients, où on les empoisonne, où on les affame pour qu'ils meurent plus vite. Je me demande si au moment où ils ont vu qu'on ne les nourrissait pas à leur goût, si ces idées-là ne sont pas revenues dans leur tête à ce moment-là. Ce qui a provoqué quand même des réactions d'opposition très archaïques, un peu régressives, d'exiger une nourriture, de s'arracher les perfusions, de refuser des soins. Médicaments refusés, patients ostracisés, l'image macabre qui entoure le virus devient aussi néfaste que la maladie elle-même. Aline tente d'identifier les blocages et renoue le dialogue par des gestes simples. De l'écoute, des livraisons de nourriture par les familles. Le lien créé, même à minima avec l'entourage, plus l'apport du riz, plus les petites visites dans la zone communautaire, a permis que les patients acceptent notre façon de les soigner. Au fil des soins permanents imposés par la maladie, les liens se tissent entre soignants et patients. Naturellement, le soutien psychologique devient l'affaire de tous. Je pensais que le contact, le fait d'avoir 3 paires de gants, le visage assez masqué, ça serait un obstacle.
Et en fait, pas du tout, parce que nos patients, ils nous reconnaissent. On ne les aide plus à serrer la main, à les toucher. Ils prennent des nouvelles de la famille. On essaye de laisser la maladie à la porte, parce que ça, ils sont sûrs qu'ils sont malades, donc c'est pas la peine d'aller leur redire. C'est un mélange enrichi en énergie, mais goûte pour savoir si le goût c'est bon pour toi ou pas. 24 cachets par jour, perfusion, nettoyage des chambres et incinération des déchets. Le centre tourne à plein régime. Les équipes se relaient jour et nuit au chevet des malades, réglant leurs heures de sommeil sur les heures de soins. Il y a une relation presque affective. J'ai dû effectuer 5 minutes de soins et 3/4 d'heure de discussion avec un patient qui vous tient la main et qui vous demande de ne pas partir. Il m'a raconté l'anxiété vis-à-vis de sa peur d'être contaminé, son besoin d'extérioriser tout son mal-être. Surtout que c'était un patient qui devait se marier la semaine suivante. Le bonheur quand il a appris qu'il n'était pas contaminé par Ebola et qu'il a pu épouser sa dulcinée. Car parmi les malades qui arrivent au centre, tous ne sont pas confirmés Ebola positifs. Célia est docteur, généraliste au centre d'Enzérékoré. Au contact permanent des malades, depuis 2 jours, elle se plaint de fortes fièvres et de maux de ventre. Les symptômes présagent clairement d'une contamination Ebola. Les jours derniers, vous étiez un peu en retard au plan hydratation, il a fait chaud là. Pour ces cas dits probables, le diagnostic par PCR a lieu dans une zone orange. Une chambre individuelle à usage unique, inventée et conçue par le service de santé des armées. Il ne me semblait pas concevable de faire cohabiter 2 patients, un qui finalement sortira non Ebola, et puis un autre qui peut-être 24 heures après sera Ebola. C'est pour ça que j'ai voulu créer ces chambres individuelles à usage unique. Il sera incinéré dans un second temps, puisque nous voulons rien laisser ici de produits à risque de contamination une fois qu'on sera parti. Diagnostic négatif pour Célia. Après 2 jours d'angoisse, elle repart au front dans son centre. Au CTS, l'arrivée des patients des 4 coins du pays donne une idée approximative de l'évolution de l'épidémie. Mais pour faire le point sur la situation globale, une coordination a été mise en place à Conakry. Nous nous y rendons avec le docteur Henry. Autour de la table, l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux mobilisés par la lutte contre Ebola. Leur but, dresser un tableau exact de l'épidémie. Un seul oubli peut déclencher une nouvelle flambée épidémique. Un infirmier de la commune de Matoto, Conakry, testé positif. Le médecin général Migliani mène cette réunion. Ses obsessions, s'assurer que les chiffres représentent bien la réalité et les traduire en actes le plus rapidement possible. Le suivi des contacts à Conakry est primordial dans les jours qui viennent et il n'est pas à 100%. L'objectif, c'est 100% de suivi des contacts. Il y a encore des réticents dans certaines familles de Conakry, donc il faut absolument que, pas seulement faire un plan, prévoir qu'on va former, il faut aller vite. Face à l'épidémie, il a engagé une course contre la montre. Initiative zéro Ebola en 60 jours, d'obtenir simplement que l'incidence de la maladie, les nouveaux cas, soit à un seuil tel qu'on peut espérer rapidement ensuite maîtriser l'épidémie, c'est-à-dire un seuil d'environ 1 ou moins d'1 cas par jour. Actuellement, on est à peu près à 6 cas par jour et on est à un peu plus de 3 semaines de la fin de cette initiative, donc on ne désespère pas. Mais début janvier 2015, avec 114 cas confirmés déclarés, 24 rien que dans la capitale, l'épidémie ne faiblit pas si vite. Et le CTS, qui affichait jusque-là un taux de guérison de 100%, voit son avenir s'assombrir. Dans la nuit, l'état de Mamoudou a empiré. Les soignants se relaient à son chevet. Tu as mal quelque part? T'as encore mal au ventre? Le patient se plaint toujours de douleurs abdominales. Les antalgiques de tout à l'heure l'avaient bien calmé, mais là la douleur reprend. Et le patient... Face à la douleur de Mamoudou, pas un soignant n'esquisse un retrait. Attends. Même lorsque pris de spasme, il manque d'arracher sa perfusion. Les médecins militaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut prendre en compte dans le métier médical les contraintes qui sont inhérentes à un environnement difficile, avec une protection différente. Tout comme on a un gilet pare-balles, et bien là on a une tenue de protection, avec en l'occurrence pour Ebola un agent vulnérant, certes qui n'est pas visible à l'œil nu, c'est un virus, mais qui est mortel. Si ça doit basculer, ça bascule à partir du 8e jour. Et le patient qui est là, il est au 8e jour. C'est de speed, ça fait d'ici 5 minutes. Là, du 8e jour, si ça commence pas à aller mieux, probablement bien réfléchir à tout faire pour encadrer la maladie le mieux possible, quoi. 24 comprimés le premier jour, il faut que l'estomac il supporte. Donc il y a des médicaments associés pour qu'il n'y ait pas de nausées, vomissements et que ça puisse être absorbé et être efficace. Et c'est d'autant plus efficace que c'est pris tôt et avec une charge virale pas trop élevée. Quand les patients arrivent tardivement et sont déjà évolués dans leur maladie, l'antiviral n'a pas à ce moment-là d'efficacité suffisante pour réduire la mortalité. Les analyses ne sont pas bonnes.
Multiples hémorragies internes, l'infection traverse les tissus et passe d'un organe à un autre. Elle s'est généralisée. Mamoudou est arrivé au centre après 8 jours d'incubation. La charge virale était déjà extrêmement élevée. Dans cette situation, la lutte est trop inégale. Le service de santé veut faire passer le message. Justement, la lutte contre Ebola sur ce plateau, colonel médecin Henri Dampierre, il est directeur médical du centre de traitement des soignants. S'ils se déplaçaient plus tôt avec une prise en charge spécifique, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est ce que l'on trouve aujourd'hui dans les centres de traitement Ebola, eh bien on leur donnerait davantage de chances de guérir. Je demande vraiment à tout le monde d'être le plus calme possible. Malgré les soins intensifs, Mamoudou est mort ce matin. On a le temps, on va faire les choses comme on l'a fait, comme on l'a drillé auparavant. On a tout été entraîné, on y va tranquillement. Les émotions, ça sera quand on quittera le pays, pas avant. La peine des soignants est immense. La permanence des soins et la promiscuité ont fait naître de vraies amitiés. Les soignants désinfectent le corps et le placent dans un linceul blanc, conformément aux croyances de Mamoudou. Le linceul est hermétique. Le corps du malade défunt est saturé de virus. Ebola accompagne ses victimes jusque dans la tombe. Dans la guerre engagée contre la maladie, la Guinée vient de perdre un soldat de plus. Mamoudou était fils de tradipraticien. Il faisait son apprentissage auprès de son père lorsque celui-ci lui a transmis la maladie, certainement contaminée par un patient. Pour transmettre les bonnes pratiques, la France a créé un centre de formation des soignants à Manéa. Ici, le médecin en chef Olivier Paul et les enseignants dispensent des formations théoriques et pratiques au personnel guinéen. C'est des choses très simples qu'on va vous donner. On ne va pas vous parler de la maladie, on ne va pas vous parler de sémiologie. Non, on va juste vous parler des techniques de protection. Comment vous devez vous protéger, vos proches, vos collègues de service, la famille. En 4 jours, ils apprennent les gestes qui sauvent et les procédures codifiées d'une véritable équipe de centre de traitement. De nos premiers soignants formés dans le centre nous a fait remonter l'information comme quoi il a remis à plat beaucoup de pratiques qui étaient vraiment insuffisantes dans son centre de traitement Ebola et qu'il commence à avoir des bons résultats en termes de nombre de guérisons. Ils ont plus de guéris et c'est en partie grâce à la petite pierre que nous avons apportée. Le centre forme 100 soignants par mois. Ils constitueront la force de réaction rapide pour lutter contre cette épidémie ou la prochaine s'ils sont déclarés. Car fin mars 2015, les efforts coordonnés commencent à payer. À peine 21 cas déclarés cette dernière semaine, 5 fois moins qu'en décembre. La contagion diminue et au CTS aussi les bonnes nouvelles s'accumulent au rythme des résultats de diagnostics négatifs. Négatif. Ouais, on a eu les résultats. Hein. On a eu les résultats des prises de sang. Pas toi, toi c'est bon, mais pour Augustin, tu es guéri. Quand on écoute les radios guinéennes ici, avec les portables, on peut écouter les radios. C'est Ebola toute la journée, Ebola, je vais mourir. Les messages sont très très sombres. Et je pense qu'à un moment comme on a vécu là, ça illumine un peu l'Ebola sous un jour différent. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir, parce qu'on vit quand même beaucoup de positifs. Et si on a autorisé ne serait-ce qu'une personne à pouvoir être insérée à nouveau socialement, à pouvoir partager, à pouvoir rire une fois encore, et puis même peut-être pleurer, mais tous ensemble, construire quelque chose de nouveau. Demain, pour une personne, le CTS a été utile. Le 21 mars, alors qu'il s'apprête à quitter la Guinée, une dernière surprise vient éclairer le bilan des soignants. Après 22 jours au centre, Oumou est guéri. Merci à tout le monde. Oumou, bravo. Tu es en forme là. À la sortie du camp, elle retrouve ses 2 filles. Elles n'avaient pas vu leur mère depuis sa contamination et la mort de leur père. Le 29 décembre 2015, après 42 jours sans aucun cas déclaré, la Guinée annonce officiellement la fin de l'épidémie sur son territoire. Au revoir la famille. En 6 mois, près de 250 militaires français ont travaillé au CTS. Avec 70% de rémission, le plus haut taux de tous les centres, le centre de traitement des soignants a posé les jalons d'une nouvelle sorte de prise en charge.